Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Vous écoutez le podcast du Quai des Savoirs, fabriqué à Toulouse, pour toutes celles et ceux qui en France et dans le monde veulent partager leur savoir, transmettre leur passion, construire collectivement aujourd'hui et demain. Et de construction, il va en être question dans ce nouvel épisode consacré aux makers et à leur bricogitation. Nous vous proposons une petite virée sur le terrain des faiseuses et des faiseurs. Pour traduire le mot maker en français, oui, c'est pas très joli, je vous l'accorde. Mariette et Marlène sont également présentes. Mariette, vous êtes la spécialiste des réseaux sociaux et de la médiation numérique au Quai des Savoirs. Qu'avez-vous découvert cette fois-ci de particulièrement inspirant ? Alors aujourd'hui, on va parler d'un challenge international qui a transformé notre confinement dû au Covid-19 en une véritable bulle de créativité artistique, le Tussenkunst Quarantaine. Waouh, Marlène, pour le dossier Nouveau Passeur de Sciences, vous nous proposez une plongée dans la culture maker et ses bricogitations. Et oui, faire, refaire, défaire, nous allons parler de Fab Lab et de philosophie maker, où le bricolage et la cogitation collective sont à l'honneur. Avec mes invités d'aujourd'hui, nous allons voir comment cette manière d'apprendre par le faire, F-A-I-R-E, permet au public de réaliser son potentiel créatif et d'apprendre les sciences autrement. Et on terminera par ma playlist spéciale maker avec des références web et même un fanzine. Mariette, vous allez nous parler d'un challenge Instagram que vous avez suivi sur le web pendant le confinement. Un challenge dont je préfère vous laisser dire le titre. Alors le Tussenkunst Quarantaine, je me suis beaucoup entraînée, je suis même pas sûre que ce soit bon encore, mais bon. C'est un challenge donc international qui a été lancé sur Instagram par 3 jeunes femmes originaires d'Amsterdam. Et sa traduction signifie en fait entre l'art et la quarantaine. C'est le titre parodique en fait d'une émission de télévision hollandaise. Le but en était très simple donc. Reproduisez un tableau célèbre chez vous avec au moins 3 objets de votre maison et puis faites-le deviner en partageant donc sur les réseaux sociaux avec ce fameux hashtag. Comment ont-elles eu cette idée ? Bien tout simplement le 14 mars 2020, le confinement se profile pour beaucoup de pays et afin de s'occuper, Anne-Loze Officier, jeune femme de 31 ans vivant à Amsterdam, lance cette idée à ses 2 colocataires, Flore de Weger et Tessa Kerman. Encore une fois, désolée pour ma prononciation. Donc la première œuvre donc recréée, c'est leur célébrissime compatriote, la jeune fille à la perle donc de Vermeer, avec une gousse d'ail qui fait office du coup de perle, parce qu'elles n'avaient pas de perle apparemment. Elles ont d'abord partagé du coup avec leurs amis sur WhatsApp donc cette photo, puis publié sur son compte donc Instagram personnel, avant que d'autres personnes en fait, ça a fait boule de neige un peu, ne rejoignent le mouvement. Elles décident alors de créer un compte Instagram dédié avec le même nom, et là le succès est assez fulgurant. Il y a 281 000 abonnés donc à l'heure actuelle. Il a été relayé quelques jours plus tard par le Rijksmuseum. Beaucoup ont d'ailleurs cru au début que c'était de l'initiative de ce musée, mais c'était vraiment par elle donc. Et puis d'autres musées donc ont relayé également l'initiative, le Met Museum de New York, le Louvre, le MoMA, l'Ermitage en Russie, etc. Elles ont fait des émules, certains ont lancé leur propre challenge, tel le Getty Museum de Los Angeles, avec le hashtag Getty Museum Challenge, mais lui rajoutait un petit peu en fait les 3 objets du quotidien aussi, mais en s'appuyant sur la base en fait d'œuvres d'art numérisés qu'ils avaient, donc qui étaient téléchargeables de leur collection en ligne. Des Russes aussi se sont lancés en créant un groupe Facebook de plus de 500 000 membres. Un peu plus près de nous, il y a le couvent des Jacobins de Toulouse qui a lancé son jeu des œuvres cloîtrées, qui jouait sur l'analogie donc entre son cloître et le confinement, mais surtout son histoire, puisque sachez-le, durant la Première Guerre mondiale, il a servi d'abri à des œuvres d'art du Louvre, dont la Joconde. Mais oui. La Joconde a été à Toulouse une fois, c'est rigolo. On revient à notre challenge donc. Le 23 avril 2020, le Clic France s'associe également avec ce challenge et plus de 30 musées français pour créer le concours national Art en quarantaine. Donc voilà, vraiment ça a généré plein de mouvements autour de ça. Et le hashtag a aussi été traduit en anglais en fait afin de mieux être répertorié. C'est un peu plus facile à prononcer aussi. Between Art and Quarantine. Ce challenge, ça a clairement été une petite bouffée d'air frais, un shoot de musée et d'art qui nous manquait quand même cruellement. On était enfermés entre 4 murs, on pouvait pas aller au musée. Et pour beaucoup, apparemment, ce challenge a eu aussi un effet un peu thérapeutique, en se réappropriant comme ça les œuvres d'art, en les recréant en famille, chez soi. Ça a généré beaucoup donc d'amusement. Concrètement, ça a donné quoi ? De vrais trésors d'imagination qui ont été déployés, de la créativité, du do-it-yourself à foison également ici, pour recréer des tableaux, donc à grand renfort d'objets pris autour de soi. Les grandes stars, sans surprise, ça a été les rouleaux de papier toilette, les paquets de farine. C'est pour ça qu'il y a eu une pénurie au début. Le petit clin d'œil ironique un peu à la pénurie des supermarchés, puis les masques de protection lorsqu'ils sont arrivés. Donc certains se sont mis en scène, d'autres ont seulement utilisé des objets, certains étaient plutôt dans le mimétisme,
complètement réalistes en prenant des objets vraiment correspondant à l'original. D'autres ont joué le détournement total avec des objets de remplacement complètement décalés. Alors le chien ou le chat pour remplacer l'enfant Jésus d'une Madone, des aliments, les produits d'entretien, les jouets des enfants, des prises de vue des chiens à la gravité, donc pour recréer les scènes d'action, vêtements, draps, coussins, autres plaids pour recréer les vêtements d'époque, les rouleaux de papier toilette pour les fraises ou les coiffes, c'était vraiment très ressemblant, les corps pour former des architectures, des trompe-l'œil avec des fonds colorés, enfin bref, un véritable foisonnement créatif. Donc je vous aurais bien donné quelques exemples, mais il y en a tellement en fait de génialissimes, c'est vraiment drôle. Je vous invite plutôt vraiment à aller vous balader sur le hashtag, à découvrir ce petit musée en ligne pour les découvrir. Ce que j'ai trouvé vraiment très fort, c'est que personne n'a reculé devant rien. Vraiment, tout y est passé, tous les styles, tous les époques, tous les formats. Et d'ailleurs, l'inventrice du challenge aimerait bien faire une exposition des meilleures œuvres donc dans les grands musées. Ou pourquoi pas un livre souvenir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont demandé donc pour garder une trace de ça. Et je pense que ça serait une bonne idée de valorisation de cette immense œuvre collective qui a été réalisée dans un contexte assez inédit et vu l'inventivité déployée. Eh bien, merci Mariette. C'est vrai que du coup, il y avait aussi des bonnes choses pendant le confinement. On retrouve cette chronique et toutes les autres sur le site web du Quai des Savoirs. Au Quai des Savoirs, on l'a baptisé le plateau créatif. À Cap Science à Bordeaux, ça s'appelle le 127 degrés. C'est le Carrefour numérique à la Cité des Sciences à Paris ou encore le Tinkering Studio à l'Exploratorium à San Francisco. Ça, ce sont les espaces dédiés au bricolage, à la fabrication numérique, à la découverte des sciences par le faire. Alors comment ça marche ? À qui ça s'adresse ? Qu'est-ce qu'on y fait vraiment ? C'est ce dont nous allons discuter, Marlène, avec vos deux invités. Sarah Debaume, bonjour. Sarah, vous êtes chargée de projet médiation scientifique chez Science Animation. Vous êtes notamment en charge du propulseur et vous allez nous en dire plus. Bonjour Sarah. Bonjour. Et Éric Couffin, vous êtes directeur de Planète Science Occitanie. Vous avez créé récemment le Fabriqué, un espace maker à Ramonville, dans la banlieue toulousaine. Et vous pratiquez depuis longtemps déjà les ateliers de fabrication scientifique et technique pour les jeunes. Bonjour Éric. Bonjour. Marlène, c'est à vous de jouer. Cogiter, concevoir, se tromper, recogiter, bidouiller, fabriquer, Sarah, Éric, ça vous connaît. Et dans les ateliers scientifiques que vous proposez à vos publics, vous mettez tous les deux un point d'honneur à les encourager à user d'inventivité et d'innovation. Éric, parlons un peu du Fabriquet, le Fab Lab de Planète Science Occitanie à Ramonville. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on y retrouve ? Qu'est-ce que vous y proposez ? Alors avant tout, c'est un Fab Lab comme les autres, c'est-à-dire un endroit où les gens se retrouvent entre curieux. N'importe qui peut venir y faire n'importe quoi. Exactement. On va rencontrer aussi bien le grand spécialiste que le novice qui vient juste par là découvrir qu'est-ce que c'est un Fab Lab. Et on va pouvoir acquérir des techniques. Et derrière, il y a l'utilisation de machines numériques. Alors une fois qu'on a dit ça, on a effrayé les gens. Quel type de machine ? Alors des machines, ça peut être des fameuses imprimantes 3D où on peut réaliser des tonnes d'objets, tout ce qui sort de notre imagination. Quasiment, on est limité par la taille, mais c'est à peu près la seule chose qu'on va avoir. Et d'autres choses comme des découpeuses laser, où une fois qu'on se dit ça, on se dit c'est bon, j'en ai rentré dans Star Wars. Et les Jedi, pas tout à fait, ça permet juste de découper des matières et de manière très précise, avec juste au départ un fichier qui ressemble à un fichier de votre imprimante. Et à Planète Science, votre métier premier, c'est pas le Fab Lab, c'est bien l'animation scientifique. Vos équipes d'animateurs, d'animatrices se saisissent de ce Fab Lab pour proposer des ateliers scientifiques au public jeune ? Alors je dirais qu'historiquement, c'est quasiment notre métier. On a commencé par les clubs scientifiques. Et les clubs scientifiques, c'était quoi ? Des jeunes avec un enseignant ou avec un éducateur qui les amenait à mener un projet le plus loin possible. Et donc, on retrouve exactement ça dans un Fab Lab. On est peut-être avec des clubs où c'est des individuels, des familles ou alors des établissements scolaires qui y viennent. Mais on est vraiment dans cet esprit de, voilà, en clair, soyons curieux et ne nous limitons à rien si ce n'est notre propre créativité. Sarah, Science Animation également un Fab Lab, mais mobile. C'est le propulseur, donc c'est un Fab Lab itinérant. Pourquoi ce choix ? Alors nous, on a répondu en fait à un appel à projet de la région Occitanie qui souhaitait favoriser l'expansion des Fab Labs, donc au travers de la région. Et on s'est dit effectivement qu'un Fab Lab mobile, ça pouvait être intéressant pour faire découvrir en fait ces initiatives qui sont encore peu connues et pourtant elles n'ont de cesse d'ouvrir en fait et de se propager, notamment au travers de la région qui est donc la région Occitanie, c'est la première Fab région de France. Ça veut dire qu'il y a énormément de Fab Labs. Donc c'est des initiatives qui sont à montrer au public parce que sans ces publics-là, les Fab Labs ne vivent pas. Et donc, on a à l'intérieur des outils numériques un peu classiques, type imprimante 3D, découpe laser, découpe vinyle. Et l'idée, c'est vraiment de s'adresser, comme disait Éric, soit à des personnes qui ne connaissent pas du tout, soit au contraire à des connaisseurs qui viendraient demander des conseils. Et qu'est-ce qui s'y passe concrètement ? Vous allez où ?
Alors, on va sur des places de village ou alors dans des lieux plus fréquentés. Donc, ça peut être des lycées également. Mais donc, l'idée, c'est vraiment d'être, par exemple, quand on va au centre d'un village, d'être visible. Donc, le propulseur, c'est une semi-remorque de 60 mètres carrés qui est haute en couleurs. On a envie de comprendre et de voir ce qui s'y passe à l'intérieur. Et donc, ça attire l'œil. C'est ça le point fort. Du coup, les personnes, quand elles rentrent à l'intérieur, ensuite, elles découvrent tout ce qu'on peut découvrir dans un Fab Lab. Et ça les fait venir. Et à l'intérieur, on peut fabriquer des choses. Soit y rester 15 minutes juste pour échanger, comprendre, soit y rester 2 heures, une demi-journée si on veut. Voilà, il n'y a pas de limite de temps. Et vous restez longtemps à chaque fois? Parce qu'il faut du temps pour fabriquer, justement. Alors nous, on reste une semaine. Alors justement, à l'inverse des Fab Labs qui sont, eux, fixes, puisque ce sont des lieux qui ne sont pas mobiles, effectivement, on n'est pas vraiment un Fab Lab dans le sens où l'idée, c'est d'impulser et une dynamique, on va dire. Donc souvent, on va sur des lieux où il y a déjà des Fab Labs qui sont implantés et on travaille avec eux, on collabore vraiment pour faire découvrir ce lieu-là et leur dire, nous, on s'en va, mais il y a ce lieu-là qui est toujours présent. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre en lumière ces lieux. Eric, vous parliez tout à l'heure de vos animateurs, animatrices. Concrètement, qu'est-ce que vous faites avec les jeunes dans le Fab Lab? Qu'est-ce qu'ils peuvent venir y faire dans le cadre d'ateliers scientifiques? Alors ça peut être très varié, hein. Ça va d'un robot qu'on va fabriquer pour les trophées de la robotique où on lance un défi et il y a 3-4 actions différentes que doit faire ce robot-là et on va avoir des jeunes qui sur plusieurs mois vont réaliser ce robot-là mais qui va sortir de leur imaginaire avec des choses qui vont essayer d'utiliser des cartes Arduino, des moteurs, enfin tout ce qu'on peut imaginer pour faire déplacer un robot. C'est eux qui viennent avec leur propre idée de robot ou c'est vous qui Exactement. leur donnez des projets? Nous, on leur propose chaque année un défi avec 3-4 actions à faire. Et le robot, il y a juste une contrainte de volume. C'est-à-dire il doit avoir maximum telle taille sur telle taille sur telle taille. Et à partir de là, à eux d'imaginer. Donc souvent, c'est quelque chose qui est roulant, mais certaines fois, ça ressemble à un aspirateur géant. D'autres fois, ça ressemble à un char d'assaut parce que c'est très mastoc. Puis des fois, c'est très léger. Donc on va voir de tout, mais ça c'est un exemple. Après d'autres, certains sont venus pour faire des projets qui sont autour des énergies solaires, d'autres ça va être sur de l'astronomie en disant on va vouloir faire un système qui permet de comprendre un peu le système planétaire et on va voir des planètes qui vont bouger en fonction des rythmes des constellations et qui vont pouvoir être mis en place. Et vous parlez tous les deux de machines à commande numérique, de technologie, de robots, etc. Est-ce que vous faites un peu de low-tech aussi, du bricolage tout simple? Alors, on fait pas forcément du low-tech parce que l'idée justement, c'est aussi, pour nous en tout cas, c'est d'aller dans les campagnes où il y a parfois une fracture numérique, donc justement, c'est un peu de redorer ce numérique. Et donc l'idée, c'est justement de pouvoir montrer en quoi le numérique peut être intéressant. Par contre, pour peut-être, sans parler de low-tech, plutôt raisonner sa consommation, c'est-à-dire quand on fabrique les choses soi-même, on se rend mieux compte de la valeur qu'elles ont. Ça dépend, ça peut être complètement gadget, mais en tout cas, c'est des messages qu'on essaye aussi de véhiculer, de dire, ça, on peut l'acheter. Reprendre la main. Voilà, effectivement, reprendre la main. Ça, on peut l'acheter, mais on peut aussi le fabriquer de cette façon. On comprend le processus, on comprend tous les enjeux qu'il peut y avoir derrière. Voilà, si on en discute, après, ça n'intéresse pas forcément tout le monde, mais en tout cas, cette information, elle est vraiment accessible dans ces lieux-là. Et on essaye aussi de travailler avec des logiciels libres. Donc, tout n'est pas parfaitement open source, mais en tout cas, on essaye un maximum d'aller vers ça. Vos deux structures ont travaillé avec les équipes du Quai des Savoirs sur la conception du plateau créatif. Ce nouvel espace dédié aux 7-15 ans permet aux jeunes d'apprendre les sciences autrement, par la manipulation, l'exploration, l'expérimentation. Vous y avez développé différentes offres, des ateliers pour les scolaires, pour les familles, des stages au centre de loisirs. Il y en a une en particulier qui a retenu mon attention, ce sont les défis qui sont proposés le week-end au public familial. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu, Sarah ? Alors, des défis. Donc, les défis, justement, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que pour le coup, il y a vraiment les compétences des 3 structures qui ont pu être réunies. Donc, le Quai des Savoirs, le Fabriquet et donc l'expérience propulseur qu'on a eue à Sciences Animation. Donc, nous, on a apporté vraiment la touche avec nos fiches tutoriels qui permettent en fait de réaliser une mission, un petit objectif avec un descriptif assez précis des différentes étapes à faire. Ensuite, on a eu du côté Fabriquet, vraiment, qui ont plus le temps de mettre en place du prototypage, de petits objets interactifs. On a pu, du coup, avoir leur savoir-faire à ce niveau-là pour pouvoir mettre en place ces défis. Et après, on a profité clairement du plateau créatif pour pouvoir mettre ça en place. Donc, c'était assez intéressant.
L'idée des défis, c'est de travailler en semi-autonomie aussi, Eric. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette idée de faire travailler les jeunes, de faire presque seuls en fait? Ce qui nous a intéressé là sur le défi, c'est de dire comment on peut rendre ça autonome, entre guillemets, et en le gardant toujours avec ce côté curiosité, d'amener, de laisser une part d'imagination, de créativité au public qui viennent sur les week-ends. Et l'autre partie qui nous paraissait intéressante, c'est le côté familial, intergénérationnel, où on pouvait le faire ensemble avec l'enfant qui vient avec son grand-père ou sa grand-mère et qui va devoir faire ensemble avec à la fois la découverte de ce qu'est un stylo 3D qui, de prime abord, pour le grand-parent peut être un peu surprenant. Puis quand il regarde de près, il dit non, ça ressemble vachement à un autre instrument que j'avais avant dans ma jeunesse qui était un pistolet chauffant. Voilà, donc ils échangent, ils partagent et ils vont avoir cette partie-là qui va être intéressante en ayant un format assez court avec le matériel sur place. Mais après, voilà, à eux de faire. Mais concrètement, alors comment est-ce qu'on fait pour inciter les publics finalement à faire en autonomie? Comment on fait? Eh bien, on ne les aide pas. Ils ont ces tutos à disposition. Exactement. Quelle est votre plus-value? Qu'est-ce que vous apportez justement pour les accompagner dans cette autonomie? Alors déjà, je pense que c'est vraiment leur faire confiance. C'est-à-dire, nous, on est, là, en l'occurrence, sous la tutelle d'une institution, donc ça veut dire, on vous dit que c'est possible, ça a été testé, allez-y. Donc c'est la règle du jeu, en fait. Les personnes, elles rentrent. Alors, dans le propulseur, nous, ce qu'on faisait, c'est, entre guillemets, c'était un peu encore plus cruel, dans le sens où c'était, si vous voulez un objet, il faut le faire vous-même. Débrouillez-vous. Okay. Donc, alors, on les a pas laissés tout seuls, évidemment. On leur dit, on est là s'il y a besoin. Et en fait, c'est génial parce que du coup, on les pousse et en fait, déjà, ils conçoivent quelque chose à leur image. Et aussi, quand ils ont besoin d'aide, ils vont nous solliciter, mais ils vont quand même essayer de faire vraiment au maximum tout seuls. Et puis, comme ils sont souvent plusieurs, ils vont essayer à plusieurs de coopérer pour aboutir à cet objet-là. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. On l'a observé, alors, parce qu'il y avait des flux tendus des fois dans le propulseur qui étaient complexes et on s'est dit comment on peut faire. Donc c'est de là qu'est née vraiment la fiche tutoriel et on a vu que ça avait très très bien pris et on en a fait sur pas mal d'autres choses. Les défis, on les a vraiment ajustés avec des illustrations, enfin elles sont beaucoup plus poussées, beaucoup plus pertinentes et voilà. Et en fait finalement le médiateur est là. S'il y a besoin, ils le savent, c'est rassurant, mais on leur dit, vous pouvez faire seul. Vous êtes en train de nous dire que en fait, finalement, cette façon de faire, ça a complètement chamboulé le métier de médiateur scientifique. Alors je pense que malgré tout, il y a une partie qui est restée, c'est de provoquer la curiosité, de provoquer le défi, entre guillemets. Je pense qu'il y a ce côté-là qu'on nous on a depuis des années, c'est-à-dire de lancer des défis à des jeunes. Donc là, c'est en l'occurrence aux familles, de leur dire, voilà, on vous demande de faire ça, avec les éléments que vous avez là, à vous d'expérimenter, de tester. On est en backup, entre guillemets. Le fait d'avoir un médiateur, c'est rassurant, c'est un peu le filet, entre guillemets, quand on est au cirque, de se dire, OK, je vais faire du trapèze, si je tombe, c'est pas grave, il y a le filet. C'est le même principe, c'est de se dire, allez-y, lâchez-vous, allez loin, n'hésitez pas. De toute façon, il y a un médiateur qui va être là et qui va pouvoir vous ramener et vous expliquer à la fin, parce que l'idée, c'est d'expérimenter, mais à la fin d'avoir aussi la compréhension. Et là, le médiateur, il va arriver avec sa plus-value d'explication du phénomène scientifique qui peut être associé, d'explication technique, mais aussi de la faisabilité. Une fois qu'on a fait le défi au Quai des Savoirs, on se dit, bon, très bien, c'est OK, mais chez moi, c'est plus possible. Et là, c'est de leur dire, si, en réalité, l'avantage de ce plateau, c'est de vous montrer que c'est possible également chez vous. Là, c'est, comme disait Sarah tout à l'heure, quand le propulseur va quelque part, il provoque l'envie, le désir. Là, c'est la même chose sur le Quai des Savoirs. Les gens viennent au quai, vont démarrer ces petits défis-là et peut-être on va lancer de la curiosité et de l'envie de faire chez eux. Et Sarah parlait de coopération tout à l'heure et je rebondis sur Eric qui parlait d'intergénérationnalité. Qu'est-ce que vous observez là? La coopération, c'est entre jeunes, c'est entre grands-parents et enfants? Est-ce que les adultes sont plutôt en retrait? Est-ce qu'ils font vraiment ensemble? Alors, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a différents cas de figure. Donc, des fois, on va avoir vraiment le parent qui a envie de laisser faire le petit pour qu'il soit valorisé. Donc, vraiment, il reste à côté. Là, il a vraiment la posture comme nous, on aurait du médiateur. C'est-à-dire, il essaye de regarder comment il fait. Il vient en aide si besoin. Sinon, on va avoir l'inverse, où c'est vraiment le parent qui fait. Et puis, sous l'œil curieux et avisé, mais incertain de l'enfant. Ça arrive aussi, surtout quand ils sont plus petits.
Et du coup, l'enfant vient participer plus ponctuellement. Ou alors, vraiment, il y a une coopération où, parce qu'on sent clairement que des fois, l'adulte est autant démuni, entre guillemets, dès le début. Donc, il y a vraiment une coopération pour essayer de comprendre. Mais ça fonctionne très bien. Parce que, bon, comme n'importe qui, je pense que quand on se retrouve avec quelque chose devant les mains, on ne sait pas s'en servir. Enfin, et c'est même le plus grand érudit, ça lui arrivera, quoi. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, quoi. Et pour être plus précis sur les contenus, parce que là, on parle de stylo 3D, d'imprimante 3D, de manip, de bricolage, etc. Qu'est-ce qu'il y a comme contenu derrière ? Qu'est-ce que les enfants, qu'est-ce que les ados apprennent dans cet espace ? Entre autres, il y a un des défis qu'on a utilisé en étant un peu sur l'esprit des escape games, c'est-à-dire le côté, il y a un code à déchiffrer en utilisant des lasers et des petits miroirs pour déplacer ces lasers, pour arriver à activer des capteurs qui vont afficher une partie du code. Et là, ne serait-ce que cette partie-là, on est dans le jeu que tout le monde connaît. C'est des choses sur lesquelles on arrive à accrocher des jeux. Ça ressemble un peu aux jeux de famille qu'on peut avoir à la maison. Et derrière, après, vont arriver les questions techniques de comment c'est fait, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est de montrer que derrière, c'est rien de très compliqué, qu'ils pourraient vraiment le faire par eux-mêmes, hein, parce qu'une fois qu'ils le regardent, concrètement, le petit défi dont on parle là, c'est un plateau en bois avec des trous, et puis on déplace des petits lasers qui sont juste fixés par un petit morceau métallique qui se met dans les trous et qui vont permettre de s'orienter comme on le souhaite. Et il y a juste un peu d'aspect technique sur le déchiffrage du code, entre guillemets, mais qui est libre, par exemple, comme on le disait tout à l'heure. C'est des choses qu'on peut avoir sur Internet, par la communauté des makers, même parce que nous, on met en place sur cette collaboration, et qui permet vraiment de faire que, voilà, on a des choses assez simples, comme on le disait, un plateau en bois troué avec des petits miroirs qui se déplacent et un laser. On a aussi d'autres choses qui vont être sur... On a la gribouille, par exemple. Donc, la gribouille, on appelle ça en anglais la scribbling machine. Donc, c'est un petit robot qui est fait avec des boîtes de camembert ou de yaourt. Voilà, on accroche des stylos, des feutres dessus. Et en fait, par un système de contrepoids et de petits moteurs qui tournent, ça va pouvoir générer des dessins ou des ronds, des cercles différents. Donc, ça, c'est des petits robots, on va dire entre guillemets robots, parce qu'il n'y a pas vraiment de capteur, mais il y a un petit moteur, en tout cas, qui permet de faire bouger cette créature. Ensuite, on a du coup le labyrinthe laser. Après, on a aussi, donc comme on accueille des petits quand même au plateau créatif, c'était intéressant pour nous de tester. Les enfants de 7 ans, les plus petits. Ouais, de tester aussi tout ce qui était dextérité. Voilà, donc on a un défi qui teste l'assemblage, tout simplement, avec des petites vis, des écrous, voilà, suivre un plan. Voilà, donc ça, c'est le b.a.-ba, on va dire, du bricoleur. En fait, les apprentissages peuvent se faire selon différents points d'entrée. Il y a la question de la motricité, on va apprendre à utiliser des outils, des machines, etc. On apprend aussi des concepts scientifiques. Est-ce qu'on peut aborder tous les concepts, toutes les sciences finalement dans un espace comme ça, maker ? Est-ce qu'on peut apprendre de la biologie en faisant de la bricogitation ? Oui, oui, c'est vraiment, on peut. En fait, au tout début, nous, par exemple, dans le propulseur, on avait une thématique. Et on devait, donc par exemple, on a eu la thématique objet volant, on a eu la thématique énergie renouvelable, et à chaque fois, on devait orchestrer des ateliers autour de ces thématiques-là. Donc, et en fait, c'était possible. Donc après, ça peut être créer des maquettes, ça peut être pour expliquer un processus, par exemple, ou ça peut être faire peut-être un mini prototype. Voilà, ça peut être simplement faire une gravure de quelque chose qui illustre un schéma. En fait, c'est hyper large. Tout est possible. Donc, moi, je trouve, d'un point de vue pédagogique, vraiment que le champ des possibles est très large. Ah, oui, on pourrait même imaginer de l'expérience sociologique sur lequel on ferait un débat avec des questions en fonction de sujets qui amèneraient à une étude sociologique qui pourrait se mettre en place sur place parce que le plateau le permet. Il permet d'avoir une espèce de petit auditorium interne qui permettrait de mettre ça en place. J'ai tendance à dire, c'est un espace où tous les sujets pourraient être abordés et avec un angle de créativité. Et derrière, la collaboration des trois structures amène le côté technologique, amène le côté pédagogique, le côté grand public. Enfin voilà, il y a vraiment une co-construction, plus d'autres acteurs et de scientifiques qui peuvent venir nous rejoindre, qui font que on n'a pas trop de limites pour l'instant et on s'en est pas donné. Éric, je sais que vous êtes sensible à titiller l'esprit critique des plus jeunes. On en a aussi déjà parlé avec Sarah. Comment on peut faire ça, travailler l'esprit critique dans un espace maker ?
Alors là, j'ai tendance à dire, l'avantage avec les plus jeunes, c'est qu'ils sont naturellement curieux et débridés. Donc souvent, d'ailleurs, on l'entend à l'école, les parents nous les amènent en disant, il a plein de questions, je sais pas y répondre. Et la première chose qu'on va lui répondre, c'est de dire, écoute, je sais pas, mais on peut essayer de voir ensemble. Et donc, du coup, on n'est plus dans l'adulte qui doit diffuser du savoir, mais voir comment on construit notre savoir avec lui. Et là, du coup, la curiosité, elle devient assez naturelle parce qu'on va partir d'une question, on va rebondir, on va aller essayer de la chercher. On est vraiment sur cette approche-là. Utiliser la curiosité naturelle de ces enfants-là, parce qu'elle y est, il suffit juste de sortir un objet, de poser une question. On le voit, ne serait-ce que si on regarde la Lune, dire pourquoi la Lune, est-ce qu'elle est dans le ciel ou est-ce qu'elle est plus loin? Pour un gamin, il y a aucun sens. Nous, adultes, on se dit, voilà, elle existe, c'est un satellite de la Terre, c'est naturel, machin. Pour eux, c'est quelque chose c'est un objet, c'est une image, on ne sait pas. Donc tout est possible. Et donc l'avantage de ce plateau créatif, c'est que pour la susciter, il suffit souvent d'un seul petit objet ou d'une question. Ça se limite à ça. Je terminerai donc sur ces mots que vous avez évoqués tous les deux. Tout est possible pour tout le monde. Merci à vous deux. Merci. Merci. Pour les curieux et les curieuses, les défis du plateau créatif, c'est donc les samedis et dimanches après-midi au Quai des Savoirs. Vous trouverez toutes les informations sur la programmation complète du plateau créatif sur notre site. Et pour en savoir plus sur le Fabriquet et le Propulseur, rendez-vous sur les sites web de Planète Science Occitanie et Science Animation. Merci Marlène. Et je rappelle aussi notre précédent podcast sur la culture maker, créativité et apprentissage. C'était le numéro 5 à retrouver sur l'appli mobile du podcast du Quai des Savoirs. Juste pour vous, pour ce nouvel épisode dédié aux makers, je vous ai mitonné une playlist spéciale. Qu'est-ce que toute makeuse ou tout maker met sur le haut de la pile de sa table de nuit? Ah, je vois vos sourires narquois. Bah oui, un maker, c'est comme un geek ou un nerd. Ce n'est pas censé dormir la nuit. C'est plutôt dans le garage, à l'atelier, sur la paillasse. Et ça bricole, ça invente, ça tchatche à longueur de temps avec ses collègues, d'autres makers partout sur la planète. Pas de table de nuit donc chez les makers, mais plutôt des PC avec des logiciels de chat, de vidéo, de partage de fichiers, des morceaux de code, des trucs et astuces, des tutos, des plans 3D, etc., etc. Bien sûr, vous allez dire que j'exagère encore le trait et vous n'aurez pas complètement tort. Mais il est réducteur de ne voir la culture maker que comme celle du bricolage ou du bidouillage. Bien sûr, faire est au cœur de toute la démarche, mais faire ensemble et partager. Et pour cela, l'autre dimension cruciale du mouvement maker, c'est la documentation. Documenter ses projets, c'est permettre à d'autres de les refaire, de les améliorer, de rentrer en contact, de renforcer la communauté. Documenter ses projets, c'est d'écrire un pas à pas, publier son code en open source, réaliser un tuto, c'est poster sur les réseaux sociaux et sur les messageries spécialisées. Ainsi, comme les scientifiques qui doivent publier pour partager leurs résultats et se faire reconnaître par leurs pairs, les makers entretiennent eux aussi un rapport essentiel au texte et à la publication. Je ne vais pas citer ici les centaines de sites web, blogs, forums de discussion où tout ce petit monde publie et échange. Non, je ne vous parlerai pas non plus de la plateforme web Fab Manager que j'ai créée avec mon ancienne équipe à la Casemate à Grenoble il y a quelques années et qui est utilisée aujourd'hui par 26 Fab Labs en France et bientôt un 27e à Toulouse. Non, je vais me concentrer sur 2 publications avec une dimension éditoriale affirmée qui présente l'intérêt de lever le nez du guidon des projets et si vous n'êtes pas familier des Fab Labs et autres makerspace, de mieux comprendre de quoi il s'agit et quelles sont les valeurs portées par ces larges communautés. La première, la plus ouverte, accessible et la plus importante, c'est le site web makery.info. Véritable magazine en ligne, il se présente comme le média de tous les labs, fondé et animé par des journalistes dès 2014. Sa directrice, Anne-Cécile Worms, est aussi la créatrice de MCD, le mythique magazine des cultures digitales, pour les aficionados, comme on dit. Makery explore et fait circuler les informations sur les communautés créatives et leurs divers labs, Fab Lab, Media Lab, Living Lab, Biohack Lab et autres tiers-lieux. Tiens, ça finit pas par lab. Oui, cela peut sembler un peu codé, mais c'est l'univers passionnant à découvrir qui est source de 1000 inspirations pour construire le futur ensemble autrement. Par exemple, Makery a suivi l'actualité récente du Covid-19 à travers tous ces labs qui en France et à l'étranger ont fabriqué des masques, des visières anti-gouttelettes, près d'1 demi-million en 3 mois quand même, mais aussi des pièces de respirateurs pour les hôpitaux, des pousse-seringues ou encore des systèmes anti-contamination pour ouvrir les portes avec le coude. Dans une tribune commune publiée avec le réseau français des Fab Labs, dont le blog est aussi une très bonne adresse, Makery rappelle la rapidité et l'efficacité de la mobilisation des faiseurs et faiseuses dans toute la France, en argumentant pour le développement des méthodes de science ouverte et de fabrication distribuée.
L'enjeu maintenant, c'est la confrontation avec le système de normalisation de l'État et ses conséquences qui conduisent à privilégier les industries traditionnelles du monde d'avant plutôt que de profiter d'une réelle dynamique d'innovation portée par la société civile. De nombreux makers et makeuses ont payé de leur propre poche les matériaux qu'ils ont utilisés pour fabriquer des dispositifs pour l'épidémie et qu'ils ont distribués aux hôpitaux de leur région. Cette crise sanitaire a mis en évidence les multiples limites de la mondialisation et surtout de la délocalisation des industries de santé ou paramédicales. Le mouvement maker montre que des alternatives sont possibles. Encore faut-il les connaître, les évaluer et les promouvoir. C'est ce à quoi contribue le média indépendant Makery. Une référence indispensable donc à mettre tout en haut de votre playlist. Et pour terminer, un second titre pour cette playlist quasi punk, c'est-à-dire totalement homemade, fait à la maison, dans la bonne vieille tradition DIY, le do it yourself, fais-le par toi-même, que Sid Vicious et les Sex Pistols avaient appliqué au monde du rock en 77 pour tout faire péter. Je voulais vous parler quelques minutes du Makerzine, un vrai fanzine comme à l'époque, en noir et blanc, initié par Antoine Ruiz Corletti du Rambo du Cactus avec Marie Daubert, conçu et réalisé par un réseau d'amateurs et d'amatrices, toutes et tous makers à Toulouse, Paris ou encore Ouagadougou ou Montréal, puisque les auteurs appartiennent au réseau français des Fab Labs, au réseau francophone des Fab Labs d'Afrique de l'Ouest ou encore à la coopérative des Fab Labs du Québec. Dessins, photos, on y trouve même les plans au stylo à billes d'une enceinte audio portable. Plein de textes plutôt généraux et positifs qui montrent en mode auto-édition, à la fois sur le web et en papier si vous avez une imprimante à portée de main, toute la dynamique et la volonté de ces communautés pour construire très concrètement et philosophiquement tout simplement un monde meilleur. Makery.info et Makerzine sont à explorer à partir du site web du Quai des Savoirs. Le podcast du Quai des Savoirs sur les bricogitations, c'est terminé pour cette fois-ci. Merci à nos deux invités, Sarah Debeau et Eric Couffin. Merci à toute l'équipe, Mariette, Marlène, Laurent Codoul pour la prise de son, Arnaud Maisonneuve pour la réalisation. Merci à vous pour votre écoute, vos likes, vos posts sur les réseaux sociaux. À très bientôt et continuez à rester curieux. Ciao.